Eh bien, le caout est parti sur la modélisation des exercices de révision. Choix multiple. L'astérix ou un point rond noir devant un attribut. Le premier en haut, ça veut dire quoi? Cinq secondes pour répondre, gang. Je vais faire 21 réponses. Comment on en a 19? Un dernier? Ah, il y en a un qui va rentrer. L'astérix, c'est un attribut obligatoire. Bravo, 12 bonnes réponses. Choix multiple. Le symbole dièse devant un attribut, qu'est-ce qu'il signifie? Let's go, je veux 21 réponses. Comment? Vous êtes capable? 17, 18 réponses, 5 secondes, un dernier, let's go! Il y en a un qui a été chercher un café. Bravo, clé primaire. Et c'est le koala qui est passé en première position à 14 points du chat sauvage. Choix multiple. Un cercle ouvert devant un attribut, qu'est-ce que ça signifie? Puis là, un cercle ouvert, ça ressemble à un O. Petit indice. Let's go, 18, 19, un petit dernier, let's go, 20. Commande numéro 21. Pas fini café. O comme dans optionnel. Bravo. Le koala maintient son avance, mais seulement 2 points devant notre chat sauvage. La ligne, on ne sait pas quoi, désigne l'obligation dans une association. La ligne, elle est soit rouge, vide, tiretée, pleine, désigne obligation. Comment on est capable de faire? Oh, c'est effectivement la ligne pleine. Félicitations, 17 bonnes réponses, c'est superbe. Eh bien, le koala se maintient en tête, mais par seulement 40 points. Et nous avons le requin qui suit de proche. C'est reparti. Question à choix multiple. Multiples réponses. Pourquoi est-ce qu'on modélise un système? Pour mieux comprendre, pour communiquer, pour simplifier ou aucune de ces réponses? 4 secondes. 3, 2, 1. Ah, c'est fini! Eh bien, bravo. 14 ont eu la bonne réponse. C'est en fait pour toutes ces réponses. Félicitations. Oh, le koala a vraiment pris une débarque face au méchant requin qui est passé d'avance par près de 500 points sur tout le monde. 1, 2, 3, c'est parti pour la prochaine question. Ce diagramme, qu'est-ce que c'est? Un modèle de données logique, un code d'utilisation, un modèle de données physique ou aucune de ces réponses? « 19. La petite dernière 20. Oui! Ah, l'autre, son café était long à faire. Félicitations, c'est un modèle de données logique. Lorsque les petites boîtes ont des coins ronds, c'est une entité. Une entité, ce n'est pas une table, malgré que ça devienne une table. Oh, le koala en a repris, revient en 4e position. Le requin est toujours à l'avant. Quiz, ce diagramme représente un modèle de données logique, un modèle de données physique ou relationnel, comme l'appelle Oracle, un Entity Relationship Model ou aucune de ces réponses?
Eh bien, bravo, tout le monde avait deviné, ou presque, que c'était un modèle de données physique. Oh oh! Le koala est disparu. Mais le requin a pris l'avance, suivi par le loup. Je ne sais pas si le loup va sauter dans la piscine, manger le requin. 1, 2, 3, go. Choix multiple. Le formalisme est l'ensemble des utilisés pour représenter des concepts. Est-ce que c'est des boîtes? Est-ce que c'est des flèches? Ou est-ce qu'on désigne les symboles? Ou aucune de ces réponses? Le formalisme est l'ensemble des utilisés pour représenter les concepts. C'est l'ensemble des symboles. Parce que le formalisme, on l'a entre autres dans les modèles de données. C'est les boîtes au coin rond, les boîtes carrées. On l'a aussi dans les diagrammes de cas d'utilisation. C'est le petit bonhomme qui désigne un acteur. Donc, le formalisme, c'est l'ensemble des symboles dont on sert dans un diagramme. Et la girafe va essayer de rattraper le méchant requin. Savez-vous que je ne crois pas aux girafes? Pourquoi? Parce que je pense que c'est un coup monté, personnellement. Multisélection. Les types de relations cardinales valides sont: est-ce que c'est 1 à 1, 1 à plusieurs à aucun ou plusieurs à plusieurs? Lesquels là-dedans sont valides? 3 secondes. 2, 1, 0. 20 réponses. Eh bien, c'était toutes ces réponses, sauf plusieurs à aucun, ça n'existe pas. Donc, la cardinalité, c'est ce qui désigne les petites pattes de coq ou la ligne droite. Donc, on est soit à plusieurs, 1 à plusieurs à plusieurs, ou 1 à 1. Eh bien, vraiment, le requin est tout un requin, mais le loup a fait un rebond, suivi d'un lama, mesdames et messieurs. Et la girafe a quand même 9 bonnes réponses en ligne. Bravo à la girafe. Vrai ou faux? Le modèle entité-association est un diagramme pour des descriptions de haut niveau de modèles conceptuels de données. C'est une mot, t'as dit de belle phrase, ça. Allez, tout le monde peut répondre. 18. On manque 2 pour faire 20. 19, 20. Let's go, pose un bouton. Vrai, faux. Rouge, bleu. Faux. Vrai. C'est effectivement vrai. Tout le monde qui a répondu l'ont eu bon. Félicitations. Bien, notre loup se maintient en avance de près de 1000 points sur le loup. Vrai ou faux? La clé de lecture est valide. Un étudiant peut s'inscrire à un ou plusieurs cours. Et vous, le beau petit poisson rouge que je vous ai choisi. Allez, un petit dernier, let's go, 20. Oui. Eh bien, 16 l'ont eu bon. C'est valide, ça, comme clé de lecture. 1, entité, peut ou doit, verbe d'action, et après ça, la cardinalité et le deuxième entité. Oh, le loup s'est en allé un peu plus bas, et là, on a un lama qui a pris en chasse un requin. Et la girafe est de très près, tout de suite collée sur le lama. Que se passera-t-il, vrai ou faux? Une association plusieurs à plusieurs sera toujours implantée à l'aide d'une table d'intersection. Donc, dans le modèle logique, si j'ai 2 petites pattes de coq de chaque côté, dans le modèle physique, autrement dit les tables, je serai obligé de mettre une table d'intersection. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? 2 petites réponses. On tombe à 20. Clic! Eh bien, c'est vrai. Quand j'ai un lien de plusieurs à plusieurs, je ne peux pas implanter ça dans une table directement. Je dois faire une table entre les deux. Eh bien,
Notre requin se tire d'avance par près de 2000 points, mais la girafe fait une remontée. La poignez-vous, remontée, girafe. En tout cas, on y va pour la prochaine question. Encore un vrai ou faux? Les associations sont les liens entre les objets tels que contient, entre l'objet commande et, mettons, les lignes. L'association sont les objets entre tels que commande, contient, puis ça aurait pu être produit. Effectivement, les associations, ce sont des liens entre nos entités. Bravo. Eh bien, on voit ici que le requin a pris une avance presque insurmontable et 13 bonnes réponses. Collées. Vrai ou faux? La ligne tiretée dans le formalisme oracle au niveau de l'association désigne l'optionnalité. La ligne tiretée désigne un lien d'optionnalité. Bonjour André et merci de te joindre à nous. Tu vas être là pour le prochain chaos. 19, un petit dernier, allez, pour avoir 20 réponses. 2, 1, c'est beau 20. C'est effectivement vrai, quand on met une ligne tiretée, ça veut dire que l'entité du côté du tireté est optionnelle. Eh bien, on a un podium ici en 3e position avec 12 bonnes réponses. C'est le loup. 2e position, toutes les réponses bonnes, c'est la girafe. Et celui qui tire plus vite que son ombre est le requin avec 16 000 points. Bravo au requin. Et le lama était tout de suite en arrière. GG pour le requin. Mais bravo aussi à la girafe et le loup. GG, well played. Let's go. Alors, écoutez, bravo, vraiment, ça me dit que vos questions étaient virtuellement toutes bonnes. Alors, je suis un peu impressionné par la plupart des joueurs. N'oubliez pas, vous allez être capable de le viser. On a maintenant un autre chaos. Sur le langage de définition de données. Préparez-vous, André, tu t'es joint à nous. N'oublie pas de prendre ton cellulaire ou de te partir un petit navigateur. Oh, on a un gros PIN 608-0426. Je répète, le numéro d'identification personnelle est le 608-0426. 3 joueurs. 6, let's go. Je vais arriver au moins comme tantôt à 20, puis idéalement à 21. Alors, on a une rockstar. Quand à 14, come on! On va atteindre le 21. Come on, nous sommes à 18. De nouveau, lâchez vos cafés, gang, et venez jouer au chaos. Oh, nous sommes 20. Allez, André, viens temps de joindre à nous. Alors, on va laisser 10 secondes avant de démarrer le chaos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est parti! Langage de définition de données. Choix multiple. C'est quoi le type de données qui doit être utilisé pour un nom de famille? Est-ce que c'est un varchar 250, un varchar 50, un number 50 ou un char 50? Eh bien, bravo, 15 d'entre vous l'ont eu, c'est un varchar 2. Attention, en oracle, il n'y a pas de varchar.
Eh bien, on voit ici le lama prendre les devants sur un chameau. Est-ce qu'on est en plein désert? La question se pose. Choix multiple. Parmi ces objets, lequel n'est pas un objet de BD oracle? Un tableau, une vue, un index, une table. C'est un tableau. En fait, on utilise le terme table. Dans une base de données Oracle, vous avez des vues, des index, des tables, des utilisateurs, des séquences, mais pas de tableau. Les tableaux sont réservés pour vos professeurs. Oh! Ça a tout changé maintenant. On a un condor suivi d'un iguane. Mais on est toujours pas mal dans le désert. Les contraintes sont stockées dans un fichier sur le disque, dans la base de données en question, dans le dictionnaire de données ou dans la table en question. Où se trouve la contrainte? Le plus précisément possible, bien naturellement. C'est effectivement dans le dictionnaire de données que se mettent les contraintes. L'iguane a pris les devants à 2311, seulement 3 points derrière le condor à 2308 et l'opossum qui suit à 1723. Feu. Choix multiple parmi ces contraintes, laquelle n'est pas une contrainte d'une base de données Oracle? Primary key, not nul, is nul ou unique. Et vous êtes tous uniques, mes petits étudiants d'amour. Donc, et je dirais, c'est facile. Vous êtes uniques, mes petits étudiants, et vous n'êtes surtout pas nuls. Is nul n'est pas une contrainte. C'est une fonction. On va retourner vrai ou faux. La contrainte qui parle des nuls, c'est la contrainte not nul. Eh bien, croyez-le ou pas, l'iguane maintient son avance suivie du condor par à peine 60 points. Let's go, l'iguane, tu es capable de faire une remontée. Choix multiple. Si vous ne donnez pas un nom à une contrainte, Oracle va le nommer de cette façon. 6_6006100 ou comme une soupe à l'alphabet. Réponse. On a toujours notre 21e qui est sur le café. Vous avez raison. Il va donner un drôle de 6 devant. Félicitations. Oh, le Condor a repris les devants avec 4000 points, suivi très proche par l'Iguane et l'Otari. Et le Chameau est pas loin. Choix multiple. Parmi ces noms d'objets, lequel est incorrect? Table des fréquences étoile 1. 1_ table des fréquences. Table des fréquences _1, table des fréquences $1. By the way, il y en a deux de pas bons. Le bleu, le 1_, un nom d'objet doit toujours commencer par lequel est correct. OK. Non, c'est moi qui l'ai mal lu. Table des fréquences _1, c'est bon. L'étoile n'est pas un caractère admissible. Et là, je vous le dis, les seuls admissibles sont faciles. Dièse, sous-tiret et, pas sûr que le dollar ne l'est pas, moi. Dièse, sous-tiret, une coupe à mal lu. Non, j'ai Oracle, mais je ne suis pas sûr de la réponse.
Cette réponse est correcte, par contre. Ouais, il me semble qu'il y en a La deux réponse qui est sont correcte, bons. mais je suis pas sûr que table des fréquences $1 n'est pas bon. OK. Je suis pas mal sûr qu'il est bon parce que le dollar, me semble, c'est un signe Moi, tout me semble que autorisé. c'est un signe qui est accepté. Mais ça, il y a juste l'étoile qui peut accepter, puis tu peux pas commencer avec un chiffre. Fait que Ça, techniquement, c'est me semble sûr. vrai. L'étoile, je sais qu'il n'est pas bon. Et moi, je pense qu'il y a une erreur ici. Là. Je crois que le vert est accepté. On va aller voir tantôt dans notre LDD. Le condor maintient son avance face à l'iguane, mais un finch, je ne sais pas c'est quoi un finch. Et l'otarie suit, suivi du chameau. Je vais regarder la traduction de finch. C'est parti pour la prochaine question. Parmi ces noms de table, lequel est correct? C'est un bouvreuil. Aucune idée qu'est-ce que c'est un bouvreuil. Bougez pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30. En plus d'avoir un trait d'union qui n'était pas bon, il y a plus de 30 caractères. Hein? Le rouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 piles. Et la table des fréquences, il y a un trait d'union et lui débute par un 7. Donc, celui qui était bon, c'était le rouge. N'oubliez pas la limite de 30 caractères. Monsieur, est-ce que vous pouvez réaccepter Charbel? Je pense qu'il a eu un problème. Oui. Alors, le condor maintient son avance. On ne lâche pas. Go, go, go. L'iguane est proche. Comment l'iguane? Pour supprimer une table, on utilise la commande revoke, remove, delete ou drop. Presque tout le monde est bon, c'est drop. Et l'iguane suit le condor de près, mais l'otarie fait une remontée spectaculaire et le gecko aussi. Come on! Pour modifier la structure d'une table, on utilise la commande Modify, Update, Alter ou Grant. Come on. 18, vous êtes capable? 20? Oh oui! C'est Alter, effectivement. Modify, ce serait pour modifier un attribut, mais ça va être à l'intérieur de l'énoncé Alter. Les positions ne bougent pas. L'iguane suit de très, très près le condor qui mène avec 113 points d'avance. L'otarie suit à exactement 200 points sur le condor. Le gecko qui a fait une remontée incroyable. Dans quel cas est-on obligé d'ajouter une contrainte au niveau de la table? L'ajout d'une clé primaire composée, l'ajout d'une clé primaire composée de plusieurs attributs lors de l'ajout de contraintes non nulles ou l'ajout de contraintes uniques. C'est lorsque tu ajoutes une clé primaire de plusieurs attributs, tu dois avoir une contrainte de clé primaire qui comprend tous les attributs. On n'a pas eu beaucoup de temps pour cette question, L'Otari en a profité pour passer devant. Une avance presque insurmontable compte tenu qu'il ne reste presque plus de questions. Allez, l'avant-dernière question. Quelle est la commande SQL pour vider la table et récupérer l'espace disque? Question truquée. Est-ce que c'est truncate table, drop table, delete from client ou delete from client une autre fois?
On veut vider la table, n'oublie pas, on ne veut pas la perdre, on veut juste vider. Truncate Table va effectivement faire la même chose qu'un delete, mais va récupérer l'espace disque. Eh bien, l'Iguane a presque rattrapé l'Otari. Et pour la dernière question, c'est la seule chance pour vous de gagner. Soyez vite sur les clics. Choix multiple. Plusieurs sélections. Dans un script de création de BD, on doit respecter les règles suivantes. Créer les tables parents puis les enfants. Supprimer les tables enfants puis les tables parents. Supprimer les tables parents puis les enfants. Créer les tables enfants puis créer les tables parents. Alors, dans quel ordre on crée, dans quel ordre on supprime? Eh bien, les deux bonnes réponses, presque tout le monde a eu là. Il faut créer les tables parents en premier et après ça, les tables enfants. Mais quand on supprime, c'est à l'envers. On tue les enfants d'abord et ensuite les parents. Alors, je suis sûr qu'il y a un suspense ici. Alors, roulement de tambour, s'il vous plaît. Et maintenant, qui aura la première place? Le podium. En troisième place avec 8 bonnes réponses, le Condor. Suivi du Gecko en deuxième place. Et le premier, c'est l'Otari! Bravo! On a le Rockstar que j'ai pas vu et le Balance pour nos troisièmes. Good job, l'Otari, le Condor, le Gecko, le Rockstar et l'autre dont j'ai oublié. Et merci à tous d'avoir participé. Alors, on va viser les questions complexes. Parmi ces noms de table, lesquels sont corrects? Eh bien, celui qui était bon, c'était celui-là. Et lui, la seule raison pour laquelle il n'était pas bon, était trop long. En fait, on en a deux trop longs. Le rouge était trop long et le vert était trop long. 30 caractères maximum. Dans quel cas est-on obligé d'ajouter une contrainte au niveau de la table? C'est lorsqu'on a une clé primaire composée. Et ici, souvenez-vous que dans les objets d'Oracle, le tableau est réservé à votre professeur. D'ailleurs, j'ai acheté des crayons et aujourd'hui, je vais faire une tentative, donner mon cours en partie à l'aide de mon tableau de verre, qui est en fait juste mon mur en vitre. On va voir comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur le Kahoot? Non? Ça va? Great. Donc, j'en profite pour vous dire que mardi sera la date de votre quiz. Vous avez vu les questions. Je vais prendre les questions à l'intérieur du Kahoot. Le quiz se fera sur Moodle. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a qui le savent? Nous allons, si on regarde notre plan de cours, je vais aller nous chercher, faire de la programmation avec PL/SQL. Alors, on a une pause. Pour l'équivalent de 5 minutes, je vous retrouve à E37. Je vais maintenant arrêter l'enregistrement. Partager mon écran. Vous avez vu que j'ai déposé sur Léa les documents. Alors, aujourd'hui, on va apprendre à programmer la base de données. Donc, je vous suggère fortement de démarrer votre machine virtuelle et SQL développeur.
Je pense que vous avez mis 2 fois le même document. Je devrais avoir mis pour les exercices et la diapo, Ouais, c'est le même document, je pense. qui est celui de l'exercice ou les diapos. Non, celui d'exercice et dans le diapo aussi. Je vous fais ça tout de suite. Ah oui, c'est exercice et exercice. Je tiens à m'en excuser. Je repartage tout de suite le document pour vous permettre d'avoir les diapos. Confirmez-moi que tout est beau. Ma machine virtuelle est décédée. Donc, est-ce que vous avez pu... Non. Est-ce que vous accédez les diapos sur Léa? Oui. Parfait. Bon, de toute façon, j'ai pas mal de théories avant qu'on tombe à la pratique. Mon VirtualBox est sans réponse. Tristement. Alors donc, je peux fermer ça. Vous l'avez tous. Ça en bas. Et on va le laisser restaurer. Alors, les objectifs pédagogiques de la session d'aujourd'hui seront, premièrement, c'est quoi le langage PLSQL? Ensuite, ça va être quoi l'utilisation des blocs? On va par la suite déclarer des variables, voir comment s'intègrent ensemble PL et SQL. On va utiliser des fonctions. On va comprendre la portée des variables dans les blocs imbriqués. On va apprendre que dans le langage PLSQL, on a des procédures et des fonctions. Et on va apprendre à utiliser des boucles en respectant la règle d'or que je ne vous dis pas tout de suite. Donc, si on procède et on vient ici, et je prends ma petite souris, et je la mets en quelque part comme ici. On s'en vient. Alors, le matériel couvert maintenant sera qu'est-ce qu'un bloc PL? C'est quoi un bloc PL anonyme versus une partie rare? Vous ne voyez pas la tête. Je vais enlever la petite caméra.
Je pense que ça va être un peu mieux. Ah, je n'ai plus la tête coupée. All right. Et j'ai ma petite brosse. J'ai toujours rêvé de faire la météo. C'est pour ça que je me suis installé un petit tableau transparent comme celui qui faisait la météo. Je vais juste vérifier que notre enregistrement se passe bien. Oui, tout est beau. Bon, Adriana, il va falloir que tu repartes tout. Alors, on vit toutes les deux petits problèmes techniques. Alors, on s'en vient. Qu'est-ce que le PLSQL, un bloc de code anonyme versus un bloc de code nommé? On va voir la section des déclarations qui est un peu comme dans votre programmation Java où vous déclarez des variables. On va voir comment faire des fonctions, comment utiliser des curseurs pour passer dans un groupe d'enregistrement. Et finalement, on va finir par l'imbrication des blocs. Alors, dans le cas du PLSQL, le SQL, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient ce que ça veut dire? Structured Query Language. Bravo. Et pour PL, vous savez qu'on n'a pas de boucle et pas vraiment de if, pas vraiment de fonction qu'on peut définir. Oracle a rajouté PL pour Procedural Language. Donc, langage procédurier par rapport à langage objet. Aujourd'hui, en PL, on peut aussi faire de l'objet, mais c'est moins naturel. Alors, on va comprendre que ce qu'on va utiliser, ce sont des procédures, entre autres des méthodes pour faire notre développement, mais on n'utilisera pas nécessairement des objets. On va plutôt utiliser des variables et faire notre code de façon linéaire. Vous souvenez-vous, dans votre première session, quand vous avez commencé à travailler en Java, vous avez commencé à programmer sans l'utilisation d'objets. On a le même environnement en PL, on n'utilisera pas les objets. Donc, le PLSQL, c'est le langage procédural d'Oracle. Il est compilé, mais interprété. Par là, j'entends, pour ceux d'entre vous qui ont déjà fait des exécutables ou du C, un langage compilé, souvent, ça génère un EXE que tu peux rouler au niveau du système d'exploitation. Mais dans le cas d'Oracle, la réponse, c'est non. On a quelqu'un qui veut rentrer dans la salle, on va lui ouvrir la porte. Voilà. Alors, le langage est compilé dans la base de données, mais ne génère pas un exécutable à l'extérieur. SQL, c'est un langage ensembliste. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Y a-t-il quelqu'un qui comprend pourquoi on dit qu'SQL, c'est un langage ensembliste? Quand vous lancez une requête, c'est quoi que vous obtenez en réponse? Juste une rangée à la fois? Question? Si vous faites un select étoile from M, qu'est-ce qui se passe? Il va livre en une à chaque fois, comme séquentiellement. Oui, mais combien ça va retourner d'enregistrement? Tous les enregistrements? Toutes. D'où la définition d'ensemble. Donc, on n'aura pas juste un enregistrement. Comme en SQL, un objet, même en Java, il faut que tu définisses quelque chose pour être capable de le placer. SQL n'a pas ce limite-là. SQL, s'il y a 10 000 rangées, il va t'en retourner 10 000. C'est pour ça qu'on appelle un langage ensembliste.
On va prendre ces ensembles-là en PL, puis on va travailler avec, mais une fois par itération. Donc, en PL, on va être capable de faire des boucles. On va être capable de faire, entre autres, book for, book while. On va être capable d'utiliser du SQL qu'on va ramener en PL, mais on va être enfin capable de faire des procédures, des méthodes, des if, etc., etc. Monsieur, j'aurais une question. Oui, vas-y, avec plaisir. Pourquoi est-ce qu'il y a un avantage d'utiliser le PL à la place d'utiliser un autre langage extérieur? OK. Premièrement, c'est une très bonne question, soit dit en passant. Le langage PL, étant donné qu'il est à l'intérieur de la base de données, au niveau des performances, il peut lire directement l'enregistrement, la traiter et te retourner la réponse. Alors que, par exemple, si tu prends, on va dire, je vais prendre l'exemple de Java à l'extérieur ou de C#, bien, si tu veux faire du traitement, tu vas être obligé de sortir les enregistrements de ta base de données, les traiter, puis après ça, les ramener. Donc, on comprend qu'au niveau de la performance, c'est beaucoup plus payant d'utiliser PLSQL parce que directement à l'intérieur de ta BD, tu as ton engin pour exécuter sur tes rangées. Ça a-tu du sens? Tu comprends-tu ma réponse? OK, en fait, PL a plus un contact direct avec la base de données. Oui. Et OK. qui plus est, regarde la diapo que je t'ai mis. En fait, tu pourrais vouloir, entre autres, on va voir des cas d'utilisation, t'insères un salaire sur une condition. Fait que si l'employé a une job valide avec un salaire connu, je vais être capable de pousser le salaire dans la table des employés. Alors, le cas d'utilisation, ici, mettons, tu passes d'un clerk à analyste, bien, le salaire d'analyste, c'est 50 000. En faisant la mise à jour dans la table des emplois, tu vas automatiquement avoir ton nouveau salaire. Ça va se faire dans la base de données avec une mécanique qui s'appelle un déclencheur. Alors, le PL me permet aussi d'attacher du code à des événements de la base de données. Comme on a ici, ça va être sur un insert ou sur un update. Alors, c'est un autre avantage d'utiliser le PL. On est capable d'écouter des événements dans la base de données et de porter une action. OK, merci. Ça me fait plaisir. Deuxièmement, on va avoir un traitement automatisé lors du DML. C'est un autre cas d'utilisation. Tu as un nouvel employé et là, tu veux faire un traitement. Donc, avant l'insertion, par exemple, tu pourrais vérifier qu'il n'y a pas plus que 10 employés dans un département si c'est une règle d'affaires dans votre entreprise. S'il y en a plus que 10, t'empêches l'update ou l'insertion d'un employé, puis tu retournes un message d'erreur. Me suivez-vous? Tout ça, ça se fait en PL. On va en faire tantôt, ne vous inquiétez pas. Un autre cas d'utilisation du PL, c'est pour créer une piste de vérification. Donc, il va arriver que je modifie une adresse d'un employé ou son numéro d'assurance sociale et sur cet événement-là, je veux garder une trace dans une table. Ça aussi, on peut faire ça en PL. Là, j'ai donné 3 cas. Donc, c'est pour faire du traitement sur des événements, sur des énoncés et en même temps pour nous permettre, par exemple, de créer de nouvelles fonctions qu'on pourrait utiliser en SQL. Hein? Si tu programmes en Java, ben, tu ne peux pas appeler directement d'SQL tes fonctions Java, mais si tu l'as créé en PL, on va le voir, directement en SQL, maintenant, tu as de nouvelles fonctions qui sont disponibles. Bon, les avantages de PL, premièrement, c'est compilé dans l'engin de la base de données, ce qui fait que c'est beaucoup plus rapide à accéder les données. Ensuite, ça va nous permettre de regrouper plusieurs énoncés, encore là, pour aller plus vite. On va utiliser des blocs de code. Vous pouvez voir ça comme de la programmation modulaire pour nous permettre de faciliter l'entretien de notre code. On va enfin avoir des books, while, for, directement dans la base de données, des if.
Ensuite, on va être capable d'utiliser des procédures et des fonctions. Ça va me faire plaisir de vous dire c'est quoi, parce qu'à l'heure actuelle, une procédure, une fonction, c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Et il y a un excellent support d'exception pour gérer les erreurs. En Java, vous vous souvenez, quand il y a une erreur, qu'est-ce que vous devez faire si vous ne voulez pas que votre machine Java crash, s'il est possible qu'il y ait une erreur? Entre autres, un index de tableau pas bon, un fichier qui ne serait pas présent que vous essayez de lire. Qu'est-ce que vous faites en Java pour essayer de vous prémunir contre ça? Les try-catch, les exceptions. Effectivement, vous faites des try-catch. Le côté plaisant en PL, c'est que le try il est là partout. Tu n'as jamais à mettre un bloc try-catch. S'il arrive une erreur dans ton code, n'importe où, même si tu n'es pas entre un try et un catch, l'exception va être catchée et il va s'en aller dans le bloc d'exception. Alors, vous allez voir que ça a beaucoup de facilité pour bien traiter les cas d'erreur. Alors ici, un petit diagramme sur comment fonctionne le compilateur. Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai un compilateur PLSQL auquel je vais soumettre mon code. Il va la prendre, il va la mettre dans la base de données et quand il va en avoir besoin, ce qui est en jaune autour va automatiquement faire le bon appel. Et ça fonctionne peu importe la plateforme. Puis là, on voit ici une illustration de ce qui se passe, c'est que je peux avoir du SQL qui s'exécute. Donc, j'ai un programme PL qui va aller chercher des données dans la base de données en utilisant SQL, qui va ramener l'information au programme PL qui va effectuer son traitement. Et là, on apprend que lorsque tu programmes en PLSQL, tu as besoin d'utiliser la notion de bloc. La notion de bloc, vous l'avez déjà en Java. Quand tu veux exécuter plus qu'une ligne dans un if en Java, qu'est-ce que tu fais? On met le bout de code. Oh, c'est bon, vas-y, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, si, mettons, tu fais un if en Java, un test, si tu n'as rien qu'une ligne de code, tu vas l'écrire ici. Si tu as plus qu'une ligne de code, qu'est-ce que tu vas faire? On met les accolades. Merci beaucoup. Donc, tu vas ouvrir un accolade ici. Tu vas écrire ton code. Tu vas fermer l'accolade. On peut s'imaginer qu'on a le même principe en PLSQL, mais au lieu d'utiliser accolade ouverte, accolade fermée, on va utiliser les mots-clés begin et end. Donc, on va toujours avoir un begin, end, puis notre code dans le milieu. En haut de notre code, si on a besoin, on peut avoir une déclaration. Puis là, on va dire, mettons, par exemple, non. On dit que c'est une variable locale. Alors, ici, ce qu'on a, c'est une section de déclaration dans laquelle je déclare ma variable et son type. À l'envers de ce que vous faites dans Java. 1, on dit le nom de la variable. 2, on y assigne son type. On fait notre begin. On écrit notre code. Et là, si je veux traiter les exceptions, ça va être avant mon end. Je vais avoir un bloc
d'exception qui est ici. Puis je vais avoir mon end qui est là. Ça ici, c'est ce qu'on appelle un bloc. Section déclaration, begin, end, et au besoin, ce qui va être la plupart des fois, tu vas avoir un traitement d'exception. Ça ne sera pas long, on va en écrire. Est-ce que le langage est sensible à la case aussi? Pardon? Le langage est sensible à la case? Non! Comme le majuscule? Ah non, non, non! Ça, c'est un avantage et en même temps un inconvénient. C'est que le PLSQL n'est pas sensible à la case. Donc, on continue. Bonne question. Alors, je vous ai dit, vous aviez deux types de blocs PL. On va apprendre à travailler avec des blocs anonymes pour faire 2-3 petits programmes simples. Mais après ça, dès que tu veux mettre des fonctions, des procédures ou ce que vous appelez des méthodes ou des sous-programmes, eux autres, tu vas les nommer, puis tu vas être capable de les rappeler. Puis tu n'as pas à t'inquiéter où est-ce que tu mets ça, ça s'en va dans BD. Et les types, si tu regardes là à gauche, un bloc anonyme, tu le tapes, tu déclares ton code et c'est exécuté puis compilé à toutes les fois que tu exécutes ton code. Il n'est pas sauvé en BD. Tandis que si tu le nommes, tu vas être capable de le rappeler. On va apprendre à faire des procédures, des fonctions, des déclencheurs ou de mettre ça aussi dans des packages, qui est un groupe de fonctions, un peu comme vous avez appris à faire avec un namespace en Java. OK. Alors, ça résume. Si je veux exécuter directement un petit programme PL pour faire un job, je peux l'écrire dans mon éditeur, l'exécuter, ça va se faire. Par contre, la plupart des fois, on va rédiger du code qu'on va stocker dans la BD. Ce code-là va être soit dans une procédure, une fonction, un package, un trigger. C'est toujours fait dans le moteur PLSQL de la base de données. Enfin, un exemple avec du SQL. Alors, tu peux appeler directement du SQL en PL. Tu peux faire de l'insert, de l'update, des deletes, des commits, des rollbacks. Tu peux utiliser toutes les fonctions SQL en PL. Alors, on comprend comment on va être capable d'utiliser la force du SQL. Puis, j'amène ma rangée, je la traite, je fais des changements, puis je la retourne à BD. Ce qui est spécifique au PL et que tu n'as pas en SQL, les variables, des structures de contrôle. Donc, des if, des books, des curseurs. Un curseur, ça me permet de traiter l'information qui m'arrive par le SQL, une rangée à la fois. Tu as les exceptions. Tu as des structures de données avancées, des collections. Vous connaissez ça déjà, des tableaux d'objets. On a la même chose en PL. Et tu peux aussi générer du SQL dynamique. Donc, tu assembles une chaîne de caractères que tu vas passer à l'engin SQL. Là, à part dans un bloc anonyme où tu écris rien qu'un morceau, SQL, ça n'exécute jamais une ligne à la fois, ça exécute un bloc, puis un bloc, c'est exécuté par le moteur PLSQL. Je vous ai montré tantôt la structure d'un bloc. Un bloc, ça commence toujours par un Begin. Exactement, et ça se termine toujours par un End. Il y a deux autres structures dans un bloc PL qui sont optionnelles, qui peuvent ou pas être là. Si tu as des variables que tu veux utiliser, il y a une section qui s'appelle Variable. presque
qu'est-ce que tu as besoin de faire avant d'utiliser une variable en Java? Déclarer. Declare, merci beaucoup. Donc, tu as une section Declare dans laquelle tu mets les variables que tu vas utiliser. Et si tu as à traiter des erreurs, tu as besoin du mot-clé Exception. exception. Donc, on a 4 grands thèmes qui vont diviser notre bloc. Declare, begin, exception, end. Ce qui est obligatoire, c'est begin, end. Declare puis exception. Declare, c'est si tu as besoin de variables, puis exception, c'est si tu veux traiter des exceptions. On va le voir, Mathias, les types. Les types qu'on a en PL ressemblent beaucoup aux types en SQL. Dans l'exemple que j'ai donné tantôt, je t'ai dit non, varchar 250, c'était pareil comme en SQL. Alors, n'est-ce pas merveilleux? Ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a ici. Donc, ce qui est entre crochets que vous voyez à l'écran, c'est la partie non obligatoire. Ce qui est en rouge, c'est la partie obligatoire. Donc, le declare, ici, c'est pas obligatoire. Tu pourrais avoir un bloc de code PL qui n'en a pas de besoin. Mais tu as besoin d'un begin. C'est là que tu mets toutes tes instructions SQL, PL, tes while, tes book. Exception au besoin et end, point virgule. Soit dit en passant, begin n'a pas de point virgule, mais end en a toujours et la plupart des énoncés PL requièrent un point virgule. Monsieur, j'ai une question. Oui, avec plaisir. Est-ce qu'on peut déclarer une variable dans le begin, à l'intérieur du begin? Non, les variables doivent toujours être mises à l'intérieur de la section declare. Fait que ça t'évite d'avoir dans le milieu de ton code des variables qui sont créées. Okay. Ça te limite à créer toutes tes variables d'avance. Ok, je vois. C'est bon. Parfait. C'est une bonne question. Alors, je vous présente ici le plus petit bloc de code que tu peux écrire. Parce que tu ne peux pas faire begin, end avec rien. Donc, le plus petit bloc de code que tu peux faire, c'est begin, nul. C'est une instruction qui ne fait rien, end. Est-ce qu'il y en a qui ne comprennent pas le code compliqué qui est à l'écran? Désirez-vous une petite pause? Il est 11h10. On pourrait faire une pause jusqu'à 11h15 et 11h, pardon, oui, 11h15. Et après ça, on pourrait rouler à peu près jusqu'à midi moins quart. C'est beau? Oui. C'est beau. Petite pause, 5 minutes. Alors, bien voilà, on reprend tranquillement pas vite notre bloc PLSQL. Et si le bon Dieu est bon avec moi, ma machine virtuelle a fini par démarrer ou elle est morte pour de bon, Dieu seul le sait. Quitter VirtualBox. Quitter ma machine virtuelle. Et on redémarre le tout juste avant de faire notre petit exemple. Alors, dans le cadre d'un bloc, oh, que c'est pas joli. Je vais ramener ici. Je vais démarrer sur l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dans un premier temps, ça va être important d'apprendre à documenter. Alors, documenter, les commentaires simple ligne se font à l'aide du tiret-tiret. Et si vous avez plusieurs lignes, c'est comme en Java, /, /. Et on va apprendre à utiliser des étiquettes, entre autres, pour marquer une boucle, pour faire quoi que ce soit. Et c'est toujours 2 symboles plus grands, 2 symboles plus petits, le nom de ton étiquette, 2 symboles plus grands. Alors, premier exercice,
là, il faut, dans un premier temps, avant de faire ça, là, faites la partie bleue qui est ici en bas. Donc, je vais m'en aller dans mon SQL développeur et vous montrer ce qui est ici. Donc, affichage, sortie DBMS Output. View, DBMS Output. Est-ce que tout le monde le voit? Parce que là, on va écrire, vous comprenez que vous êtes sur une base de données. Il n'y a donc pas de clavier d'input standard ni d'output standard. En français, d'entrée standard et de sortie. Donc, nous, on va se créer un pipeline entre la base de données et la sortie. Donc, quand vous faites des BMS Output, ça devrait vous faire ça. Vous devriez tous avoir un bon vieux Scott. Et on va se servir de notre ami Scott. Pour faire l'exemple qu'on a ici. Donc, on fait un petit bloc, begin. DBMS output point outline. Et là, on va appuyer le petit plus avant d'exécuter et on va choisir notre connexion de Scott. Et là, on va être capable d'exécuter. Ah, bon, je vais copier ça de mon Scott qui est ici. Faites votre... Ah, voilà. On a pu exécuter. Puis ma machine est revenue. Je suis un homme heureux. Je vais envoyer ça en bas. Est-ce que vous avez réussi à faire votre premier bloc PL? Je prends les questions. Personne n'a de questions? Je suis un peu surpris. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me confirmer qu'il a bien réussi à faire afficher le DBMS output et à exécuter le bloc de code? Adriana, est-ce que ça t'explique l'exemple? Christian, ça répond à ta question? Alors, ici, le bloc n'est pas nommé. Hein? Je demandais c'est comment qu'on affiche. Mohamed, je t'écoute. Ouais, je demandais c'est comment qu'on l'affiche. Comme il est écrit, regardez la diapo, affichage, sortie SGBD ou DBMS output. Ça, c'est display pour aider tout le monde. Ça, c'est un display en haut. Je veux juste être sûr de vous donner la bonne indication dans ton PL. C'est dans View. Okay, donc, View. Et sortie SGBD ou DBMS output, là, selon si tu l'as en français ou en anglais. Donc, je le refais, c'est à partir de ton PLSQL, View, DBMS output, et ça l'ouvre cet onglet-ci en bas. Right? Et
Par la suite, tu appuies le petit plus. Sortie SGBD. Mohamed, as-tu été capable de le faire? Parce qu'on va avoir besoin de ça tout le temps. Là. Ceux qui ne sont pas capables, on se reprend. Mais ça n'a pas affiché bonjour les amis, ça m'a juste affiché. Est-ce que tu as choisi la connexion de Scott? Oui. Est-ce que tu as été dans l'onglet qui t'a ouvert? Ouais. Ouais? Ouais ou oui? Ça marche maintenant. C'est bien. Bon, OK. Est-ce qu'il y en a un autre qui a une problématique? C'est important. Il faut vraiment que ça fonctionne parce que c'est avec ça qu'on va faire tout le développement. Donc, on est 20 dans le cours. Là. Moi, je suppose maintenant que tout le monde a été capable d'écrire un message ici et voir le résultat dans la console. Ben, monsieur, moi, je n'ai pas encore fait. Ma machine a lagué, donc je sais toujours OK. qu'il se reprend. Mais as-tu compris ce qu'il faut faire? Si on regarde les instructions ici, la première chose à faire, là, c'est affichage sortie SGBD, bouton plus, puis tu choisis ta connexion Scott. À partir de là, tu vas être capable de faire le code qui est là puis l'exécuter. Si tu as des problèmes, fais-nous signe, on va t'aider. Parfait, merci. On poursuit. Alors ici, c'était ça qu'on avait à faire. Puis là, ben voilà l'exemple, mais je l'ai fait live avec vous, donc il n'y a pas de problème. Alors, oui, on a une belle traduction en direct. Et comment on peut arrêter la merveilleuse traduction en direct? D'aucune façon. C'est pas grave. Ne vous fiez pas à ce qui est écrit en bas. Else, I will have to switch in English. And now you will see that we have a live translation. Donc, naturellement, en PLSQL, on n'a pas d'entrée-sortie standard. C'est pour ça qu'il faut utiliser des BMS output. Et là, les commandes qui sont là, set server output on, c'est là par défaut quand tu appuies le petit bouton vert. Ça vous convient? Donc, on a vu, ça, c'est toutes les façons de faire du code de PLSQL. Ce qu'on vient de faire, c'est un bloc anonyme. Il n'est pas nommé, je tape mon code, je le roule. On a aussi des procédures et des fonctions d'application qui vont se faire dans les outils d'Oracle. Les procédures et les fonctions stockées, on va apprendre à les faire dans la BD. Les packages, une façon de regrouper ensemble des packages. On va apprendre des triggers. En français, ce sont des déclencheurs. Et on peut aussi définir des objets, ce qu'on ne verra pas dans ce cours-là. Donc, les variables. Ça serait le fun d'être capable de lancer un select et de prendre le résultat du select et de le mettre dans une variable. Vous voyez ici, à l'écran, on a select, prénom, département, into deux variables. Donc, quand on fait ça comme ça, il faut que notre énoncé SQL ne retourne qu'un seul enregistrement. Parce que naturellement, prénom et numéro de département, c'est une variable simple qui doit contenir qu'une seule valeur. Les noms de variables, ben, c'est le fun, ça fonctionne pareil comme les noms d'objets en Oracle. Donc, doivent toujours débuter par une lettre. Ensuite, peuvent inclure des alphanumériques, donc nombre ou lettres, peuvent seulement contenir 3 caractères spéciaux, le symbole de $, le sous-tiret et le dièse. Maximum 30 caractères. Tu ne peux pas avoir comme nom de variable les mots begin, end, if, while, qui sont des mots réservés. Même chose qu'en Java. Donc, on va apprendre à déclarer une variable. Donc là, on peut faire un declare, mettre en haut nos variables
Et ensuite, on va affecter les valeurs. Et là, vous venez de voir le symbole d'affectation. 2 points égales. Alors, pour définir une variable, et à partir de maintenant, on change la petite caméra, je m'en retourne là-bas, hop! Eh bien, c'est comme quand j'enseigne en classe, je cherche toujours mes crayons. La vie est belle. Mon crayon rose était bon. Alors, ce que je vais faire, je vais avoir une section declare. Ensuite, je vais mettre le nom de ma variable L parce que c'est une variable locale. Nom de variable. Et après ça, on met son type. Et on peut y affecter une première valeur là, mais habituellement, qui va être une valeur par défaut. Si on y affecte ici une valeur, ça va être une valeur par défaut. Sinon, on va pouvoir faire begin, L, nom de variable, 2 points égale, plus ça va être un number, mettons, 5. Donc, symbole d'affectation, 2 points égales. Et dans ma déclaration en haut, je peux lui mettre une valeur par défaut. Donc, par exemple, underscore, nom étudiant, Darkshare 2, 200. Donc, on continue. Hop, je vole ma petite souris. Et j'aurais pu faire, toujours ici à la queue leu, je vais mettre ça long clic, mais j'ai de place sur mon tableau, 2 points égale Jean-François. Alors, on a un exemple ici. On n'est pas obligé de faire le set server output, mais là, on va maintenant servir des variables dans notre code. Vous souvenez-vous que faisaient les 2 petites barres verticales en SQL? Ça va être la même chose en PL. Ah, c'est quoi les 2 petites barres verticales? Les commentaires? Non. Ah, les barres verticales. OK. C'est où? Un autre essai. Regarde le code qui est à l'écran. OK, je veux regarder vous, en fait. Oui, mais là, si tu regardes l'écran, tu vas voir que les 2 petites barres, je m'en sers, là. En Java, 2 petites barres, ça veut dire quoi? Le où? Effectivement. En Java, c'est le où? En SQL et en PL, je vais vous demander de gratter vos neurones. Qu'est-ce que ça voulait dire? Pardon? Concaténer. Oui. Alors, c'est la même chose qu'en Java, le plus ou concat. Donc, ça nous permet de juxtaposer 2 chaînes de caractères. Alors, on va faire un petit programme ensemble, en français, et on va utiliser des variables pour la première fois. Et n'oubliez pas, vous êtes sur une base de données. C'est un serveur éloigné. Il n'y a pas de clavier, il n'y a pas de sortie standard, pas d'écran. Alors, c'est pour ça qu'on utilise des variables puis on va faire de l'affectation. Alors, dans un premier temps, faites votre bloc de déclaration, declare. Vous allez appeler votre variable locale L underscore
mon nom. C'est un varchar 2. On va lui mettre 50 caractères de long. Pas de valeur tout de suite. Begin. L, mon nom, est égal. Je vais mettre Jean-François. Et là, on va utiliser le DMS output. Donc, là, vous devez continuer sur la même ligne. Moi, je le sépare pour les besoins de mon tableau. On va mettre bonjour. N'oubliez pas de mettre un espace blanc après votre bonjour. Puis là, on va mettre notre variable. Alors, si je reprends mon écran, hop, on change la caméra, on vient ici, je vais reculer, OK, et on va maintenant passer à mon outil PL. Donc, moi, je suis paresseux, je ne veux pas perdre mon code. Air. Bon, sur mon clavier régulier, j'en ai pas, mais je les ai ici. Et là, on va mettre une variable. Son type ici, varchar 2. Et là, on peut exécuter notre code. On va lui affecter une valeur. Et si vous me demandez en bas, qu'est-ce que je fais pour vider ça, pour faire le ménage, vous effacez le petit crayon et vous pouvez le réexécuter. Et pour montrer, là, on lui a donné une valeur par défaut. Ça, j'aurais pu prendre ça ici. Est-ce que tout le monde a compris l'exemple d'affectation de variable? Oui, mais pour moi, ça ne fonctionne pas vraiment. J'essaie de trouver l'erreur. Dans ton code à toi? Ouais. Ben, ça va me faire plaisir de le regarder. Il doit en avoir plein qui ont cette erreur-là. Je vais arrêter mon partage d'écran. Je peux aussi arrêter ça ici.
et je vais te permettre de partager ton écran. Vas-y, Adriana. Moi aussi, j'avais une erreur, mais je pense que c'est à cause des doubles guillemets. Si quelqu'un a fait les doubles guillemets, ça ne va pas marcher. Tu dois faire les guillemets simples. Même chose qu'en SQL, mais je comprends que c'était l'année passée. Vas-y, Adriana, as-tu fait ton partage d'écran? Oui, est-ce que vous voyez? Oui, je le vois. Je vais Ok. le grandir un peu parce qu'il est trop petit pour mes petits yeux. Est-ce que je peux comme... Est-ce que c'est possible de grandir comme moi-même? C'est une faute d'orthographe, c'est putline, P-U-T. Tu as écrit pull line. D'ailleurs, il te le disait, component pull line must be declared. Ça dit qu'il ne reconnaissait pas le mot-clé pull. Oui, c'est ça. Put PT. Ok, Réessaye-le, désolé. montre-nous que ça Merci. fonctionne. On va être sûr. Ok, merci. Ça me fait plaisir. Ok. Est-ce que tout le monde a été... Donc, on avait 2 erreurs ici. L'orthographe est importante. On a vu le pull au lieu de put. Il y a aussi les guillemets simples. En Oracle, les chaînes de caractères sont définies par des guidis, que j'appelle des guillemets simples. Wow! Il est 11h42. Ça va être la fin pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a qui ont une dernière question avant qu'on se quitte? Oui, pour le labo de la dernière fois, est-ce qu'on peut avoir le corrigé? On avait fait un labo sur les sur SQL, sur les tables, tout ça. Sur le LDD, là, le langage de définition de données? Oui. Oui, ça va me faire plaisir. C'était quoi le... C'est rare, je donne les corrigés, mais je pourrais le revoir. Donc, au prochain cours, avant de débuter, après le quiz, Mohamed, tu me feras signe et ça me fera plaisir de reviser le corrigé avec vous. Ça te convient? Oui, merci. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Ben, dans ce cas-là, je vais en profiter pour vous souhaiter une excellente fin de semaine et on se revoit mardi prochain. N'oubliez pas, c'est le quiz mardi en débutant le cours et je n'étirerai pas. Le quiz va commencer à E1. S'il vous plaît, soyez à l'heure. Bye et bon week-end. Bon week-end. Au revoir, Bon bon week-end, monsieur. week-end.